Bien, merci d'être venu à ce point presse du Coderail. Alors il vous paraîtra peut-être un peu tardif, car il intervient après la publication des rapports Duron et Spinetta, qui ont été abondamment commentés, ainsi qu'après la déclaration du Premier ministre, Édouard Philippe, elle aussi abondamment commentée et qui suscite dans les territoires une inquiétude bien légitime. On va faire un petit résumé de ces rapports pour les situer dans le territoire. Le rapport Duron, alors énième rapport, parce que si un collectionneur a voulu mettre tous les rapports concernant la SNCF dans ses bibliothèques, il ne doit pas lui rester beaucoup de place pour mettre autre chose. Il y en a eu des tas, et il y en a encore besoin, puisque le problème n'est pas réglé. Le rapport Duron, bien qu'il fasse référence à la transition écologique et énergétique, il a déjà une caractéristique totalement inhabituelle. Il n'est plus fait référence au nécessaire report modal de la route vers le rail. C'est une nouveauté, puisque habituellement tous les rapports qu'on a connus disaient qu'il faut obligatoirement opérer un report modal de la route vers le rail parce qu'il y a trop de circulation et le rail est sous-utilisé. Là, plus du tout. C'est une nouveauté. Et tous ces rapports, jusqu'à présent, martelaient cette obligation qui justifiait le développement de l'activité des modes de transport les plus respectueux de l'environnement. Quelques données quand même qu'il faut rappeler parce que le moment est encore plus grave que par le passé. Le transport génère 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc plus de 95% proviennent du trafic routier. À l'intérieur desquels 50% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables aux véhicules particuliers. Donc, un peu nous tous. Que le transport génère des coûts externes, accidentologie, pollution, congestion, etc., évalués au niveau de l'Europe des 27, plus la Suisse et la Norvège, à plus de 700 milliards d'euros. C'est absolument colossal et on n'arrive même pas à se rendre compte de ce que ça représente. Le secteur routier génère 93% de ce total, le rail seulement 2%, et c'est tant mieux. On demande donc à ce que soit reconnue l'utilité du rail. L'aérien de passagers 4% et la voie navigable 0,3%. La préoccupation environnementale n'est plus une priorité malgré le Grenelle de l'environnement, les conférences environnementales, les COP 21, 22, 23, mais ainsi que les alertes des 15 000 scientifiques de 184 pays différents à propos de la dégradation de la planète. Plus on parle d'environnement, moins on promet les modes les plus vertueux. Le rapport Duron, il dégage 4 priorités. La première, c'est la sécurisation des réseaux, donc les passages de niveau, l'accessibilité des gares, la rénovation du réseau routier, les nœuds ferroviaires, les dessertes périurbaines qui conduisent à la métropolisation du réseau ferroviaire. Le réseau routier et l'utilisation des emprises ferroviaires, on y reviendra, le fret et l'activité portuaire. Ce rapport établit 3 scénarios sur 20 ans. Le premier à 48 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près à un investissement de 2,5 millions d'euros par an. 2,5 milliards d'euros par an. Le deuxième, c'est 60 milliards, donc c'est un petit peu plus. Et le dernier, 80 milliards, ce qui correspondrait à la dotation de 2 fois la dotation actuelle par an. Il a été jugé ambitieux et irréaliste. Gageons que celui retenu sera l'intermédiaire, selon une pratique bien connue. Ça permet de ne vexer personne, mais ça permet aussi de ne pas faire grand-chose. À noter que ces projets visent l'ensemble des modes. Ces sommes-là sont pour l'ensemble des modes. Puis il propose la modernisation de certaines lignes, alors Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse, qui ont été conservées comme ligne nationale, l'électrification du tronçon Nevers-Chagny, avec la mise au gabarit de l'ensemble de ce qu'on appelle la voie ferrée Centre-Europe-Atlantique, celle qui irait de Lyon à Nantes. Enfin, il estime que le classement UIC, le classement de l'Union internationale des chemins de fer, qui va de 1 à 9, ne reflète pas la réelle utilisation des voies. Cependant, le rapport recommande pour les lignes 7 à 9, les moins circulées, leur reconversion, les expérimentations et même le transfert de certaines petites lignes aux collectivités, qui vont apprécier puisqu'elles s'estiment déjà
étranglés par les baisses de dotation de l'État. Enfin, la gouvernance. La gouvernance, on va répéter, remarteler ce que nous avons déjà dit parce que c'est une conviction profonde et on voudrait bien que ça rentre dans tous les esprits contraires, c'est que confier les lignes aux régions est une absurdité. On en a l'illustration à Montluçon. Les régions n'ont pas les moyens financiers, et puis en cas d'alternance politique, on pourrait très bien imaginer Montluçon, terminus venant de Lyon plutôt que venant de Bordeaux. Donc c'est une absurdité. Quant au rapport Spinetta, qui traite de l'avenir du transport ferroviaire, il traite principalement de la situation financière de la SNCF, évoquant le montant de la dette de plus de 50 milliards d'euros, dont 46 pour SNCF Réseau. La dette, elle a toujours servi à justifier toutes les réformes, et ça ne peut plus durer. On annonce 10 millions d'euros par jour d'investissement de la SNCF, mais la ministre les a déjà fléchés vers les nœuds ferroviaires, donc il n'y aura pas de changement du côté de l'État pour le financement de l'infrastructure régionale. La concurrence. Alors, la concurrence, c'est la fin de la péréquation, c'est l'abandon des petites lignes. Il est illusoire de croire que les nouveaux opérateurs vont s'étriper pour obtenir le trafic ferroviaire de Montluçon-Guéret, Montluçon-Clermont ou Montluçon-Bourges. Enfin, le financement, rien de nouveau sur la reprise de la dette. Les mécanismes du contrat de performance et de la règle d'or s'appliquent toujours. C'est-à-dire que SNCF Réseau n'a pas l'autorisation d'investir s'il n'a pas d'abord un retour sur investissement et si le phénomène creuse davantage la dette. Il envisage aussi l'évolution juridique de la SNCF en deux sociétés anonymes de capitaux publics, en lieu et place de SNCF Mobilité et SNCF Réseau. On introduit la possibilité de vendre des actions, donc un début de privatisation, puisque société anonyme, elle peut se débarrasser de ses actions comme elle l'entend. On ne réunifie pas les EPIC, ce qui veut dire que la réforme de 2014 n'a rien réglé, qu'on laisse un peu en l'état, et c'est un désaveu de cette réforme de 2014. L'EPIC de tête aura vécu à peine 4 ans, puisqu'il est voué à disparaître selon les meilleurs observateurs du dossier. Enfin, la consistance du réseau. Cheval de bataille chaque fois qu'on veut réformer. Le réseau est peu utilisé et on pointe du doigt les fameuses lignes 7 à 9. Un tiers du réseau ne sert qu'à 2% de voyageurs. C'est ce qu'ils disent. Sur les 9000 km de lignes classées 7 à 9, la moitié se situe sur 3 régions. Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire la totalité du Massif central. C'est une malédiction permanente. Excepté Clermont-Paris et Toulouse-Limoges-Paris, toutes les autres lignes sont classées 7 à 9. C'est là la résultante de 40 ans de sous-investissement abandonnés par les gouvernements successifs au profit du TGV, la construction des lignes nouvelles, mais aussi l'adaptation de quelques lignes classiques sur lesquelles on utilise le TGV pour certains parcours terminaux. Il y a d'ailleurs certains membres ou soutiens qui s'offusquent aujourd'hui des solutions aussi radicales et on ne les a pas entendus critiquer les politiques des transports successives qui nous ont amenés à cette situation. Il y a bien eu les plans rails en Midi-Pyrénées, en Limousin et en Auvergne, sauf qu'ils n'ont servi qu'à éviter de nouvelles dégradations et que les travaux terminés, les dessertes n'ont pas gagné une seule minute de temps de trajet. Le financement des travaux de modernisation nécessaires sur ces lignes n'est prévu nulle part. On parle bien de régénération, mais par montage financier dans le cadre des CPER, où il n'est pas exclu de solliciter même les collectivités territoriales, qui se disent déjà étranglées par la diminution des dotations de l'État. Les préconisations du rapport Spinetta concernant les petites lignes ont provoqué un tel tollé dans les territoires que le gouvernement s'est empressé de dire qu'il ne te redonnait pas cette solution et que ce n'est pas à lui de décider. Mais alors qui va décider? L'équation est simple. Peu de participation de l'État, peu de participation de SNCF Réseau. Il faut savoir que dans les premiers contrats de plan en 2006,
il y avait un montage financier de un tiers, un tiers, un tiers, un tiers SNCF, un tiers État, un tiers région. Aujourd'hui, la donne a changé. SNCF Réseau, depuis 2006, n'intervient qu'à 15%, et puis maintenant, depuis 2017, SNCF Réseau n'intervient qu'à 8%. Il faut bien quelqu'un pour payer le reste de la facture. Il ne restera donc aux régions qu'à prononcer la fermeture. Et on a un exemple très précis. On en parlera tout à l'heure. Il se trouve qu'on a rencontré très récemment le vice-président chargé des transports de la région Centre, qui nous a dit qu'ils avaient évalué à 50 millions d'euros le nécessaire à la remise à niveau de Montluçon-Bourges. Et la région Centre-Val de Loire dit clairement que si l'État ne joue pas pleinement son rôle, non seulement les dessertes resteront en l'état, les gains de temps imaginés ne seront pas. Pire, la pérennité de la ligne n'est pas assurée au-delà de 2025. Alors, l'État dit on ne s'en occupe pas, mais il laisse le bébé aux régions. Alors le fait que, à ma connaissance, il n'y ait pas de président de région qui soit à la République en marche, peut-être explique cela. C'est peut-être une décision perfide de la part du gouvernement. En attendant, les régions vont être obligées de faire des choix absolument cruciaux parce qu'elles n'auront absolument pas les moyens de pouvoir mener à bien la modernisation nécessaire. Quant à Auvergne-Rhône-Alpes, qui dit on a sauvé nos petites lignes, puisqu'ils mettent au jeu dans le contrat de plan actuel 111 millions d'euros sur un plan de 230, mais le budget, il faut savoir que le budget, c'est 3 fois plus. Le rapport qui avait été publié, il avait même été publié dans la presse locale, évalue à presque 800 millions d'euros le budget nécessaire à l'amélioration des petites lignes. Donc ce n'est pas avec 111 qu'on va forcément les sauver. Mais bon, ça s'appelle de la communication. Et donc on ne conserverait que la desserte des métropoles. Alors nous, ça nous intéresse, parce qu'on dit, si on ne conserve que les dessertes qui vont joindre les métropoles en l'air, on se dit, ah ben tiens, Bordeaux, c'est une métropole importante, Lyon, c'est une métropole importante. Donc il se trouve qu'on est en plein au milieu d'un trajet qui va forcément être fait, puisqu'on veut relier les métropoles. Je crains que ce soit encore par Paris ou par Toulouse, et que nous, on soit encore les parents pauvres de cette situation. Alors nous demandons, et pour toutes ces lignes, c'est à 9, que toute décision concernant ces lignes soit obligatoirement précédée d'une étude de marché et d'une élémentaire étude socio-économique. Parce que ça ne s'est jamais fait. Et les observateurs disent que s'il y a peu de monde dans les trains, c'est surtout parce qu'il n'y a pas assez de trains. Évidemment, lorsqu'on organise une desserte avec un aller-retour le matin et le soir, et puis peut-être une petite desserte à midi, ça ne va pas drainer beaucoup de monde. Il faut revoir complètement la desserte ferroviaire de façon à ce qu'elle puisse irriguer le territoire en fonction des besoins des populations et surtout avec les avantages que la technique ferroviaire procure en matière environnementale. Il suffit d'étudier les potentiels. Moi, je vais vous donner un exemple. L'exemple Limoges-Mâcon, par la route, c'est, pour certains tronçons, 18 000 véhicules par jour. On se dit que dans les 18 000 véhicules par jour, il doit bien y en avoir quelques-uns qui voudraient bien laisser leur véhicule chez eux et qui prendraient sans doute le train s'il existait. Sauf qu'il n'existe pas. Par contre, il y a une infrastructure ferroviaire qui existe. Et c'est là où on dit qu'il faut faire une étude socio-économique et une étude de marché, à partir des flux routiers qui sont constatés pour les mêmes itinéraires. Ça, c'est une chose qu'on considère importante. Enfin, le gouvernement fait sienne les propositions du rapport Spinetta sur ces éléments. La cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, c'est légiférer par ordonnance. Confisquer aux populations et aux parlementaires le débat public indispensable à la mise en œuvre d'une véritable politique des transports. La SNCF est à un tournant de son histoire. On veut lui appliquer les soins prescrits à d'autres secteurs d'activité, la santé, l'éducation, l'énergie, la téléphonie, l'audiovisuel, etc. Et les malades ne sont toujours pas guéris. Pire, leur cas a empiré.
Le transport ferroviaire demeure indispensable à la vie des territoires. Il est le premier pilier de leur attractivité, l'accessibilité. Nous resterons attachés au service public ferroviaire et nous considérons que c'est une idée neuve et moderne pour peu qu'on lui en donne les moyens. Enfin, la manifestation du 8 février annulée en raison des conditions climatiques en Île-de-France aurait vu défiler aux côtés des cheminots bon nombre de collectifs et comités d'usagers à l'appel de Convergence nationale rail. L'opération doit être reconduite et elle sera reconduite le 22 mars prochain à Paris avec pour enjeu la sauvegarde du service public ferroviaire, la préservation de nos lignes sous-utilisées. Puis le 24 mars, le CODERAIL tiendra son assemblée générale annuelle, elle est statutaire, mais vous serez aussi informés et invités à participer à cette assemblée générale qui aura sans doute un caractère particulier. D'abord, la situation actuelle, le contexte fait qu'elle n'aura pas tout à fait la même tonalité. Il y a aussi le fait que cette année, le CODERAIL célèbre ses 30 ans d'existence. On peut apprécier de différentes façons ces 30 ans de combat, mais pour nous, le combat continue et qu'on n'est bien évidemment pas satisfait de la situation. Enfin, le 29 mars, le CODERAIL sera associé à l'initiative de l'atelier qui a entrepris de traiter les sujets d'aménagement du territoire ayant une résonance particulière sur le bassin de Montluçon. Il y a eu la santé, récemment, il y aura l'activité ferroviaire. Et un des intervenants suit pour inviter et suit pour la CGT les évolutions du dossier ferroviaire, qu'il est au plus près des discussions entre l'État et les organisations syndicales. Nul doute qu'on apprendra sans doute des choses ce jour-là. Bien évidemment, d'ici la fin mars, il va se passer un certain nombre de choses. En tout cas, le CODERAIL participera d'abord à la manifestation des cheminots le 22 mars et est en relation avec les différents comités d'usagers, tel celui de Saint-Germain-des-Fossés, tel celui de Saint-Sulpice-Laurière, pour imaginer des formes d'action sur ce dossier brûlant. Voilà, si vous avez des questions, mes collègues sont là, pourront répondre ou peut-être rectifier ce que j'aurais pu oublier. Voilà ce que l'on tenait à dire aujourd'hui sur ce dossier qui, le moins qu'on puisse dire, fait jaser. Il y a une marche qui est annoncée par certains élus à Montluçon fin avril, je crois, 28 ou quelque chose comme ça. Alors on a été contacté par la mairie de Montluçon. C'est un premier contact. Je crois qu'il y aura d'autres contacts, puisqu'il y aura sans doute pas mal de participants, enfin, d'organismes et d'associations qui seront contactés. Nous, on a été contactés, on n'est pas sur le principe d'une manifestation pour le rail, on ne peut pas être contre. On souhaite simplement qu'on ait des objectifs communs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le CODERAIL défiler, par exemple, s'il y avait la promotion de l'ouverture à la concurrence ou la promotion des rapports Spinetta ou Duron. Je ne sais pas si ça sera ça, je ne fais pas de procès d'intention, mais il est évident qu'on sera assez vigilant sur les slogans qui pourraient alimenter cette journée. Oui, en plus, on va avoir quand même un peu plus de détails, puisque on nous a informés, quoi, mais on ne sait pas du tout comment ça se fera, quelle manière, quelles sont les personnes invitées. Hein, ouais. La manifestation est en pleine construction. Voilà, c'est tout à fait... ouais. C'est le début, c'est le départ. Est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur ce qu'on appelle les lignes 7 à 9 ? Oui. C'est un classement international qui tient compte effectivement de la fréquence du passage sur les lignes et puis du volume également, du tonnage. Donc sur nos lignes, elles sont toutes situées 7 à 9 sur l'Auvergne. Il n'y a que Paris-Clermont qui sort de ce classement. Et donc le 9, c'est le dernier niveau de... C'est le dernier niveau. Il y a 9 avec voyageurs et 9 sans voyageurs. Parce qu'il y a eu un classement aussi par rapport à l'activité des trains transportant les voyageurs ou les trains de marchandises.
C'est des caractéristiques techniques aussi. Voilà. par En exemple, fonction de l'activité des lignes et du nombre de voyageurs. Oui. D'accord. Par exemple, la masse du rail a une conséquence sur le passage de trains lourds, par exemple. C'est pas le même rail qui est mis en place. Alors, par exemple, les TGV à Paris sont classés quoi, 1 Ah oui. Oui, ils sont C'est-à-dire que ce classement, il définit aussi la nature des travaux qu'on va effectuer sur ces lignes. La nature et le volume des travaux. Il est évident qu'on ne va pas entretenir une ligne classée 7 à 9 comme une ligne, bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, les rapports le disent, qu'on demande à l'Union internationale des chemins de fer de revoir ce classement, et qu'aujourd'hui il ne serait plus forcément pertinent à cause de l'évolution des choses, de l'évolution naturelle. Il y aurait quand même maintenu un classement dont dépendra les investissements de modernisation. C'est obligatoire. Et donc c'est ce qui nous inquiète, qu'on fasse un nouveau classement et qu'on y adjoigne plusieurs critères. Oui, pourquoi pas, à condition qu'on règle le problème de modernisation de ces lignes. Il viendrait à l'idée sans doute de personne de demander à ce que le réseau routier n'ait pas de travaux substantiels pendant 40 ans. On ne voit pas pourquoi le réseau ferroviaire, lui, est dans cette situation, alors qu'il apporte beaucoup plus que le réseau routier. Même si le réseau routier en territoire n'est pas en parfaite condition. Ça, on en est tout à fait conscient. Mais quand même, il a eu l'avantage de recevoir des investissements absolument colossaux et que le réseau ferroviaire, en contrepartie, lui, a été le parent pauvre de toutes les politiques des transports menées depuis 40 ans. Et puis le coût qu'on nous met toujours en avant, des 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais pour donner un exemple, il y a eu la 3e voie à Clermont-Ferrand, sur 5 km, 80 millions. Et à peu près au même moment, il y avait une demande pour le Bordeaux-Lyon, mais par le sud, où il fallait investir 30 millions. Eh bien, on a choisi, pour le rail, de ne pas faire ces travaux. Alors, donc, on voit bien qu'il y a des décisions politiques qui sont prises toujours un peu dans un autre sens que celui du rail. Vous dites que la pérennité de la ligne Lyon-Luxembourg n'est pas assurée au-delà de 2025. 2025, c'est demain. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Après avoir rencontré le vice-président chargé des C'est lui transports qui parle. de la région centre, c'est lui qui nous donne il dit qu'il faut 50 millions d'euros pour maintenir la ligne. Il ne parle même pas de la moderniser, mais de la maintenir comme elle est. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Donc, si d'ici 2025, on n'arrive pas à obtenir ces sommes et faire les travaux nécessaires, je ne vais même pas dire à la modernisation, mais à la régénération de cette ligne, on peut avoir une fermeture, effectivement, après, puisque les trains ne seront pas en sécurité pour pouvoir continuer à rouler. Et c'est lui qui nous donne ces chiffres. Déjà, les anciennes régions, avant qu'on, par exemple, je parle de Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne consacrait autour de 30% de sa dotation pour le rail. Et déjà, ils étaient étranglés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend qu'au niveau de la nouvelle grande région, qu'ils ne pourraient pas subvenir, on n'est pas surpris, puisque déjà, avec les anciennes régions, déjà, les vice-présidents, enfin les présidents de région, trouvaient que c'était une charge trop importante par rapport que la SNCF leur reversait pas des trucs substantiels pour faire l'entretien, parce que simplement l'entretien du réseau. Et on leur disait, eh bien, si à la région, c'était ça. Par exemple, on leur disait, eh bien, si vous pouvez pas mettre tant de millions sur la table, eh bien, on prendra la décision de fermer une gare, ou de fermer une ligne, tout, voilà. Et c'est ce qui pourrait se profiler dans la nouvelle conjoncture avec les nouvelles régions, enfin les nouvelles grandes régions. Sur la région centre, pour compléter, donc il nous dit bien qu'ils sont, en ce qui concerne la ligne Montluçon-Paris
ils sont bien autorités organisatrices de la ligne TET, suite au rapport Duron et ses préconisations, mais qu'ils ne pourraient pas financer, vu le nombre de lignes qu'ils ont effectivement maintenant dans leur giron, TET, ils ont des Vendôme, qu'est-ce qu'il nous a cité, Vendôme, Tours, je crois, où il y a une fréquentation. On parlait tout à l'heure des lignes 7 à 9, elle doit figurer dans ce classement où il transportait très peu de voyageurs par jour, et nous dit que dans ces conditions-là, de toute façon, toutes les lignes ne pourraient pas être sauvegardées s'il n'y a pas l'État qui finance les infrastructures. En tout cas, il nous a fait comprendre que ce n'est pas la région centre qui financerait les infrastructures. Et pour Montluçon-Bourges, c'est exactement la même chose, même situation. Ça ne sera pas leur priorité. Donc on avait depuis longtemps l'envie de rencontrer le vice-président de la région centre. À noter que la région centre n'est pas la région la plus condamnable en matière ferroviaire, parce que c'est vrai ils ont notamment appuyé très très fortement et participé à l'électrification de Vierzon-Tours, et ensuite à l'électrification de la ligne entre Vierzon-Saint-Quaise pour aller sur Nevers. Donc ça n'est pas forcément la plus condamnable, mais quand même, depuis le rapport Duron et depuis le transfert de certaines lignes de région, on avait envie, et comme on est vraiment concerné à Montluçon, notamment par le train direct sur Paris, de rencontrer ce monsieur, qui est au demeurant fort sympathique. Cette rencontre a quand même été édifiante de certains points de vue. On nous a expliqué que la région centre, l'État au départ, ne souhaitait transférer à la région centre que Paris-Bourges. C'est-à-dire que Bourges-Montluçon devait être sans doute condamné. Il y a d'ailleurs une anomalie, une incohérence, c'est que, comme le disait Patrice, du point de vue des TET, c'est les trains d'équilibre du territoire, c'est la région centre qui gère Montluçon, Bourges, Paris, mais du point de vue des TER, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui gère Montluçon, Bourges, Vierzon. C'est une incohérence du dossier. Bon. La région centre a donc décidé de pousser jusqu'à Montluçon sa compétence pour le Paris-Montluçon, et il va falloir aujourd'hui dire comment elle sera gérée. Donc c'est très simple. La région centre a pris 3 lignes TET, Paris-Montargis-Nevers, Paris-Vierzon-Bourges-Montluçon et Paris-Orléans-Tours. Mais avec l'ensemble des lignes TER que la région centre possède, il y aura du matériel et du personnel dédié. Ce qui veut dire que le matériel qui sera mis en place sur ces lignes, à l'intérieur de la région centre, ne pourra être utilisé ailleurs. La mutualisation des moyens, ça n'existera plus. Et le personnel affecté à ces dessertes ne pourra pas non plus aller à l'extérieur de la région. Il nous a même été déclaré qu'on allait mettre en place un contrôle rigoureux. Ça veut dire que la confiance entre région, SNCF et État n'existe qu'à peine. Un contrôle rigoureux de l'utilisation du matériel sur certaines lignes, sur certains territoires, et l'utilisation du personnel également. C'est assez édifiant d'entendre cela. Mais on nous a dit aussi qu'il y aurait les 3 rames Régiolis qui avaient été promises un temps, qui seraient donc affectées à cette relation, mais que ce matériel nouveau-là ne permettait pas de maintenir le train direct entre Montluçon et Paris. Il y aura donc rupture de charge, soit à Bourges, soit à Vierzon, malgré une intention de réduire le temps de parcours entre Montluçon et Paris de 25 minutes. Là, c'est un exercice assez périlleux, je ne sais pas comment ils vont procéder, mais on attend de voir le résultat. Sachant que cette prise en compte des trains TET par la région centre ne se fera qu'au fur et à mesure de réception des nouveaux matériels, dont la livraison devrait se terminer d'ici 2022. Et quand on nous dit qu'au-delà de 2025, la pérennité de la ligne n'est peut-être pas assurée, on ne peut que s'inquiéter si on va vraiment faire quelque chose sur cette ligne, même d'ici les échéances fatidiques. Hein. Donc, la gestion et l'organisation de ces 3 lignes TET, elle devrait bénéficier d'un directeur de ligne.
Il y aura un directeur de ligne qui va regarder l'organisation et l'importance et la fréquentation de ces lignes. Ce directeur de ligne devrait être, je crois, sans doute le directeur de la région SNCF de Tours. Bien entendu, c'est au centre de la région Centre-Val de Loire. Donc, on nous dit cela très tranquillement. On nous dit qu'il est hors de question que la région puisse abonder financièrement pour la modernisation de la ligne. On ne parle pas, comme le disait Patrick, ni d'électrification, ni de la mise en double voie, ni rien du tout. On dit même qu'on va sans doute mettre en place une nouvelle forme de commercialisation des titres de transport. On nous dit clairement que les gares pourraient être ouvertes quelques heures dans la journée, voire quelques jours dans la semaine, mais qu'en fin de compte, c'est pas ça l'important. C'est qu'il faut aller chercher des clients dans les lieux publics, là où ils se trouvent. On nous dit aussi que les fiches horaires que vous connaissez, on en a des exemplaires ici, pour la région centre, ça n'est pas utile. Ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a le smartphone, le client. Alors on ne l'appelle pas tout à fait client encore. On dit le voyageur. Mais on n'appelle pas l'usager. Vraiment, le vocabulaire est important. Et en fin de compte, on se rend compte que les régions soient bien dans cet esprit, dans cet état d'esprit de l'ouverture à la concurrence. D'ailleurs, si aujourd'hui l'État dit on va laisser aux régions le soin de décider si une ligne doit rester ou pas, les régions vont sans doute mettre au jeu, un peu dans le cadre des contrats de plan, la modernisation de certaines lignes, mais pas les autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport à l'ouverture à la concurrence, on va mettre certaines relations au top du point de vue infrastructure, du point de vue technique, pour que la concurrence puisse y trouver son compte. C'est cousu de fil blanc. Depuis des années, en fin de compte, on court vers cette situation-là, où l'État ne veut absolument plus s'occuper du service public, et donc, s'il y a des travaux importants faits sur une ligne, inévitablement, s'il y a un potentiel à transporter intéressant, la concurrence va se prononcer et va arriver sur ces relations-là. Quant à la tarification SNCF, elle n'est pas du ressort de la région. Nous avons demandé aussi à ce que, entre Centre-Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'il y ait une harmonisation de la tarification. Puisque quand vous prenez le train à Montluçon, vous êtes auvergnat, et que quand vous arrivez à Bourges, ça y est, vous êtes Centre-Val-de-Loire. Est-ce que le billet que vous aurez pris là sera valable ailleurs? Donc il y a toute une harmonisation à faire. Et les discussions entre régions, parce que je crois savoir que certaines ont quand même des sérieuses divergences politiques, et donc ça va être assez coton quand même de trouver une harmonisation qui corresponde aux besoins des usagers. Et puis, alors la concurrence en région Centre-Val-de-Loire, elle n'est pas attendue quand même, mais elle n'est pas rejetée. C'est considéré quelque chose comme inéluctable. Et que, comme ça s'est fait dans d'autres secteurs d'activité, on ne voit vraiment pas pourquoi, à la SNCF, on ne pourrait pas en faire autant. Il y aura toujours des instances de concertation, les fameux comités de ligne, qui existent toujours en région centre. Ça, on en est assez ravis, puisqu'on aura des choses à dire au fur et à mesure de l'avancement de l'activité. Ça pourrait être basé à Saint-Amand-Montrond. Et donc, en fin de compte, on voit la difficulté qu'auront les régions, même si elles ont la volonté, les difficultés qu'elles auraient à mettre en place un service qui correspond aux besoins des usagers, tout simplement parce qu'elles n'en auront pas la possibilité financière. Il est là le cœur du problème. Et il est là pour l'infrastructure. Parce que, quand même, reconnaissez qu'acheter du matériel tout neuf, parce qu'il y a quand même 32 rames neuves qui ont été commandées par la région centre et qui vont être livrées d'ici 2022, des rames à 2 étages, électriques bien entendu, certaines bimodes, qui sont aptes à rouler, certaines à 160, d'autres à 200 à l'heure, sur une infrastructure qui ne dépassera pas 60 ou 80 à l'heure. Il est là le problème. Et donc, c'est ce qu'on a demandé au vice-président de la région centre. On a dit, mais
lorsque vous avez accepté ce deal, hein, mais qui était un marché de dupes, de prendre des lignes TET, vous n'étiez pas au courant des rapports qui allaient sortir. Et parce qu'on nous dit, en fin de compte, le rapport Spiletta, il ne reprend que ce que nous avait dit la ministre des Transports. Donc ils étaient au courant avant. Alors pourquoi y aurait-il pas connivence? On se pose des questions et on verra à l'usage. Et c'est vrai qu'on n'est pas rassuré. Oui, et puis on voit quand même que Daniel vient de parler un peu de la concurrence qui était filigrane. Et on voit que certaines régions ont fait des déclarations, Occitanie, sur la concurrence. Hein. Comment ? PACA, oui. Et Estrosi, par exemple, a bien dit qu'il attendait qu'il y ait une ouverture à ce niveau-là. Donc, ce mouvement est bien enclenché et on s'aperçoit que ce que les copains ont eu comme déclaration sur le Centre-Val de Loire, eh bien, c'est sous-jacent. Et c'est pour ça que les lignes 7 à 9 sont fortement menacées, parce que on le dit souvent, on ne voit pas des privés s'intéresser à ces lignes, parce qu'il n'y aura pas un rapport, disons, financier favorable à un bénéfice. Donc, c'est la fin, enfin, c'est la fin du service public, il faut le dire. Voilà. Et en premier lieu, ce qu'on va assister, de toute façon, c'est ce que soulignait Daniel tout à l'heure, c'est le report modal du fer vers la route. C'est une continuité, le rapport du rond, le rapport Spinetta, et le manque d'investissement qu'il va y avoir sûrement sur nos lignes si les citoyens, la population, les élus ne se mobilisent pas. Donc on comprend très bien, par exemple, que Montluçon veuille manifester, c'est une bonne chose, mais pour nous, il faudra qu'elle le fasse avec des engagements précis, quoi. Qu'on ne se batte pas, on est pour le rail, on est tous pour le rail, bien sûr, mais avec des objectifs clairs et précis, et notamment sur le fait d'arrêter, stopper effectivement ce report-là. Aujourd'hui, on va en gare de Montluçon, on n'y voit que des cars. Pour aller à Lyon, c'est des cars. Pour aller à Clermont, dès qu'il y a moins de pépins, c'est des cars. Pour aller même sur Vierzon, sur Paris, combien de fois c'est des cars qui viennent en remplacement d'un matériel diesel qui est à bout de souffle, qui devrait être réformé depuis des années. Et donc c'est une envie de faire du ferroviaire, et que pour l'instant on ne sent pas chez tous les politiques et les gouvernements successifs. Et on a aussi pour la gare de Montluçon, ça peut être considéré comme anecdotique, mais quand même, nous considérons que c'est une chance pour une ville d'avoir la gare en plein centre-ville. C'est une chance. Et donc on sera très attentif. Et on a rencontré le maire, on lui a demandé de connaître dans le détail le projet d'aménagement des Berges du Cher, parce qu'on sait que la gare fait partie de ce projet. De quelle façon, on n'en sait rien. On sera sans doute tenu au courant, mais on sera assez vigilant. On avait entendu, il y a déjà quelque temps, de transférer la gare peut-être en Ville-Gauzet, qui permettrait, pour la relation sur Paris, ce serait considéré comme un avantage. Et ça veut dire aussi, dans le même temps, ça a été notre réflexion, que si on transfère la gare en Ville-Gauzet, on n'aura plus du tout de Bordeaux-Lyon. Parce qu'on ne voit pas comment on pourrait le faire. Donc on sera attentif et on est demandeur des dossiers qui sont prévus, des aménagements qui sont prévus, parce qu'on considère que la gare, elle fait partie de la ville et elle doit être partie prenante de tout ce qui peut être aménagé. Ouais, et puis alors là, c'est plus un aménagement, c'est un déménagement. Hein, si on en arrivait à cette extrémité-là, et c'est pour ça que une des premières choses qu'on a quand même dit au niveau de la gare, c'est un minimum de modernisation, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un accès par un ascenseur au quai, quoi.
C'est le seul, ça serait les seuls travaux qui ont été faits, qui seraient faits depuis 1990. Cette gare a jamais été, même l'accès pour les personnes à mobilité réduite n'est pas fait, alors que la loi nous y oblige. Voilà. L'accessibilité à la gare, c'est le parking aussi, c'est que les gens puissent se garer pour pouvoir prendre le train, sans avoir à payer des coûts exorbitants, par exemple comme à Vichy. On voit que prendre le train, ça coûte cher, et pas seulement qu'en utilisant le ferroviaire, mais rien qu'en utilisant les parkings, c'est un coût non négligeable. Moi, je voulais revenir aussi sur le fret, parce qu'on n'a peut-être pas parlé. On est toujours très attaché au fret sur le rail. Les derniers événements climatiques ont bien montré que les camions empêchaient tous les véhicules de passer. Nous, on rétorque toujours que le fret, il a largement sa place sur le rail, et ça devrait être le contraire. Il devrait circuler en majorité sur le rail, non pas sur la route. Alors, pour illustrer ça, sur la région centre, je ne sais pas si vous le savez, mais à Saint-Amand-Montrond, il y a les ateliers d'Orval qui entretiennent du matériel ferroviaire, des wagons et des bonbonnes pour toute l'Europe. Hein, ils ont des clients. Il y a 130 salariés sur le site et ils sont menacés. Donc il y a de fortes inquiétudes qui pèsent sur cette entreprise, à savoir que s'ils ne peuvent pas continuer à emprunter la ligne ferroviaire donc entre Saint-Amand et Bourges, ils ne pourront plus avoir d'activité du tout, parce qu'il est impensable aujourd'hui de mettre des wagons sur les camions. Ça leur coûterait beaucoup trop cher, et donc ils seront obligés soit de déménager, soit de fermer complètement l'entreprise. Voilà encore une des conséquences du non-entretien des lignes ferroviaires sur notre région. Peut-être un dernier point, si vous souhaitez aborder d'autres points, on est là pour vous répondre. Un dernier point, en décembre, la Fédération CGT des cheminots avait convié à Paris l'ensemble des collectifs d'usagers. À cette réunion auquel le Coderail assistait, il y avait 45 collectifs éparpillés puisqu'il y en avait des Pyrénées, il y en avait de Rhône-Alpes, il y en avait de Normandie, il y en avait d'Alsace, enfin bref. Et donc, ça a été un débat assez fructueux, où il y a eu des convergences et des divergences aussi. Mais il avait été décidé de refaire cette initiative en territoire. Et donc, aujourd'hui, sous l'égide des secteurs cheminots CGT qui sont en contact avec les collectifs d'usagers, il y a un débat qui est en préparation, peut-être dans le mois de mars ou début avril, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il est en préparation et le Coderail, bien entendu, y participera et aura sans doute pourrait même être partenaire, puisque ce sera un partenariat entre comité d'usagers et secteur CGT. Alors, sauf que la situation a évolué. C'était une initiative de la Fédération CGT des cheminots. Aujourd'hui, le combat qui va sans doute avoir lieu, il est de combat intersyndical. Donc, ça n'est pas tout à fait la même chose. Il est possible que le débat aussi soit à l'initiative de la formation intersyndicale et que les collectifs d'usagers y participeront tout autant. Voilà, si vous avez des questions. Des choses qu'on n'a pas eu, malgré un ordre du jour copieux, qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder. Et le rapport Spinetta, quand même, on peut conclure, c'est un retour en arrière sans précédent, même si on a vu des progressions aller vers ce rapport, mais c'est un retour en arrière sans précédent sur les transports par rail, enfin tous les transports, puisque finalement c'est le lobby route qui est prépondérant. Et nous, ce qu'on disait au Coderail, c'était une complémentarité harmonieuse entre les différents modes de transport. C'était ça le bon sens. C'est-à-dire que le rail, la route, les véhicules personnels soient, disons, complémentaires.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que non, c'est le lobby-route. Et puis, aussi une chose, c'est que l'Europe qu'on préconise à tout, la SNCF, c'était l'Europe, puisqu'elle avait un maillage et tout ça qui était européen. Et aujourd'hui, on revient pratiquement à ce qui était, alors évidemment à l'époque c'était des sociétés privées, mais plus ou moins là, on est en train de revenir sur un ancien système, c'est-à-dire que chaque région va faire sa petite soupe. Et évidemment, ce qu'on vient de développer, c'est-à-dire les conflits entre chaque région pour harmoniser les liaisons entre chaque région, eh bien, ça sera au bon vouloir de chaque président de région, quoi. Voilà, je vous rappelle que la rencontre qui est entre le Coderail et le vice-président chargé des transports de la région centrale de Loire figurera sur le site du Coderail, je vous invite à y aller. Et sans doute à peu près le résumé de ce qui vous a été dit ce matin, qui figurera aussi, au moins l'essentiel, sur le site du Coderail. C'était quand vous l'avez rencontré? On l'a rencontré le 26 mars. Non, Février, pardon. février.